Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Pink Flamingos, Stalker et Fitzcarraldo. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy Saint-Cyr, On jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, une déception, un film, quelque chose de mal aimé et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, the Bad and the Ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a été une influence majeure sur la personne que je suis, sur mon parcours d'auteur, humoriste, tout ça. Pour la plupart, on l'a découvert au Canal Famille ou à TQS dans les années 90. C'est un grand globe-trotter et j'y vais sans filet. Un génie de l'humour absurde. Mesdames et messieurs, Bruno Blanchet. Salut Bruno! Salut Guy, t'es trop gentil, merci. Ça me fait plaisir. Bruno, bien évidemment, on te connaît pour le studio à Canal Famille au milieu des années 90, vers la fin des années 90, la fin du monde est à 7 heures à TQS. Le grand projet qui a été N'ajustez pas votre sécheuse. Tu as une série de livres qui s'appelle La frousse autour du monde. On t'a vu dans les vacances de Monsieur Bruno au Canal Évasion. C'est un plaisir de t'accueillir sur l'émission. Vraiment. Ben, c'est un plaisir d'être ici, merci beaucoup. Ben, d'être ici. On est loin un de l'autre, Oui. hein? Les gens ne le savent pas, peut-être. Là, je suis en Thaïlande, je suis au nord de Bangkok en ce moment. Ouais. Et il fait froid ce matin, il fait 26. Ouais, bon, c'est beau, c'est beau. Ici, en ce moment, il fait -9, fait que on a le froid qu'on a, hein. Oui, Avant ouais, qu'on entre dans ta c'est très liste, relatif. Oui, vas-y. ouais, avant qu'on entre dans ta liste, c'est quoi les films qui ont marqué ton enfance? Avec quoi tu as grandi? Oh, God. Moi, il y a une sorte. On allait au cinéparc en Mhm. famille l'été. Et on n'allait pas au cinéma. Quand j'étais petit, moi, j'allais au cinéma tout seul. J'allais au cinéma Chamédé voir des films de Bruce Lee. Oui. J'allais voir Billy Jack. J'allais voir des films de bagarre comme ça. Et le premier film que je suis allé voir tout seul, c'est Rocky. Hmm. Rocky, pour un petit gars, ça te bouleverse, ça te change, Oui. parce que c'est pas un film qui finit très bien, hein, Mhm. on s'entend. Et puis, moi, le film, dans ce sens-là, qui m'a marqué le plus, et c'est un film obscur, c'est lors d'une sortie en cinéparc, on avait vu un double bill, c'était le premier film de Spielberg, Duel, Duel. où il y a à peu près rien qui se dit. Ouais. Et on avait vu Sacco et Vanzetti. Hmm. Sacco et Vanzetti, qui est un film qui porte sur deux anarchistes qui ont été jugés en Italie, puis ils étaient innocents, Ouais. puis ils sont condamnés, puis ils sont mis à mort. Puis ça finit de même. Ouais. Puis moi, j'étais un petit gars qui regardait des films où il y a toujours le bon qui gagnait, puis le méchant qui perdait. Et là, combiné à Duel ce soir-là, là, je te jure, je suis rentré, là, puis mon monde était upside down, là. Hmm. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des affaires qui finissaient mal en fiction. Ouais. Tu sais, moi, je pensais que, tu sais, fort de toutes mes expériences de Walt Disney, là, Mhm. tu sais, quand le coyote, il reçoit ou d'un cartoon, quand le coyote reçoit la roche sur la tête, ben, il est crapouti, mais il regonfle tout de suite après, là, Ouais, tu sais. ouais, 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 ouais. Ce qui n'était pas le cas de Sacco et Vanzetti. Non, c'est ça. Sacco et Vanzetti, on se souvient plus de la chanson de Joan Baez et de. Je la C'est ça, chanterai ouais. pas, là. Je pense que c'est Georges Moustaki qui a fait ça en français. J'ai jamais vu ce film-là. Mon père, c'est un de ses films préférés aussi. Et je l'ai jamais vu. Je le cherche depuis des années. Je pense que c'est introuvable. En tout cas, il va falloir que je fouille un peu plus là, pour l'avoir, mais c'est quelque chose que je veux définitivement voir. Et les deux acteurs qui interprètent Sacco et Vanzetti Ouais. sont troublants, sont vraiment troublants de OK. vérité, là, c'est magnifique. Et puis, je- pour te dire là, tout de suite, honnêtement, je ne me considère pas comme un cinéphile, Mhm. mais il y a eu une étape de ma vie
où je n'avais un petit peu que ça, parce que je vivais à côté du Wimétoscope, Ah ouais? où les films étaient 2,50 $. Écoute, je passais mon temps là-bas et je passais mon temps aussi au complexe Guy Favreau, où il y Mhm. avait l'ONF et on Ouais. pouvait aller voir. Tu sais, on faisait juste demander au comptoir, hey, je veux regarder ci, ça. Et puis là, j'ai découvert La Bête lumineuse, Hmm. tous les documentaires de Arcan. Le confort et l'indifférence, attends un peu, c'est ça, les films de Perrault, Norman McLaren, Ouais. Pour la suite du monde, c'est plein de belles œuvres qu'on a produites ici. Mhm. C'est un cinéma auquel on n'avait pas accès à moins d'aller là-bas parce que ça ne joue pas à TV, ça ne Non, jouait c'est pas dans ça. les salles. Euh, alors, j'ai eu la chance d'être sans emploi à un moment où j'avais accès à un cinéma qui était différent, puis qui était presque gratis. Ouais. Wimétoscope, c'était fabuleux, là. Moi, j'ai vu tout Parajanov, Pasolini, Hmm. les Fellini. Tu sais, j'ai vécu des grandes expériences de cinéma dans cette salle-là. Là. Ah, wow. C'était extraordinaire. Écoute, il n'y avait pas un soir où on n'avait pas envie d'y aller. Là, tu Mhm. sais. Et puis, j'ai, vois-tu, de toute la liste de films que j'aurais pu te nommer, ces trois-là, écoute, moi, j'ai regardé après t'avoir envoyé la liste, je me suis dit, pourquoi je les ai choisis? Mhm. Et je me pose encore un peu la question, puis on va peut-être pouvoir y répondre Ouais, on va ensemble. peut-être pouvoir, ouais. Mais on Mhm. va commencer justement avec ton premier film qui est Pink Flamingos. C'est un film de 1972 de John Waters. Euh, Je suis pas sûr que j'aurais parlé de lui en premier, moi. Écoute, c'est malheureusement l'ordre que j'ai choisi. Mais OK. Pink Flamingos. Étonnamment, John Waters revient souvent dans les discussions au podcast parce qu'il a fait Hairspray aussi, qui a eu un impact. Bon, il y a eu un remake il y a quelques années, mais ouais, Crybaby. Cry Mhm. Baby, très bon film avec Johnny Depp. Mais Mhm. Pink Flamingos, Serial Mom c'est aussi, qui est pas mal. très drôle, Mhm. Serial Mom. Mais Pink Flamingos, donc de 1972, ça met en vedette la drag queen Divine, David Lockery, Mink Stole, Edith Macy ou Massey. Euh, c'est un film, bon, on pourrait dire indépendant. C'est un film à très petit budget américain qui se passe à Baltimore. Ça raconte quoi, Pink Flamingos? Euh, attends un peu. Il y a le site web du British Broadcasting Film Mhm. Corporation, je pense, BBFC, qui dit de l'intrigue que l'intrigue est inhabituelle, mais assez simple. Oui. Et je peux vous lire la description qu'ils en font. C'est Devine, en fait, son vrai nom, c'est Harris Glenn Milstead, qui joue le rôle d'une femme, une costaude de 300 livres dans une robe moulante scintillante avec une coiffure et un maquillage des yeux indescriptibles. Elle a été condamnée par la presse comme la personne la plus dégueulasse du monde. Et Devine a adopté le pseudonyme de Babs Johnson et s'est enfui dans une maison mobile abandonnée dans les bois avec son fils qui est un peu taré, un peu hillbilly, sa petite amie qui est une voyeuriste et sa mère, Edith Massé, qui est assise dans un parc à bébés avec un corset et en brassière et qui mange des œufs. Euh, et ça, c'est les héros du film. Les méchants, c'est un couple jaloux, avide de publicité, qui, eux, veulent prouver qu'ils sont encore plus dégueulasses que Devine et sa gang. Et les Marbles, ils gagnent leur vie en enlevant des jeunes femmes et en leur faisant des enfants qui vendent ensuite à des couples de lesbiennes. Et ils vendent aussi de l'héroïne à des adolescents. Et Pink Flamingos, c'est une comédie. Oui. Écoute, c'est un délire, là, on s'entend. Et, euh, et tout n'est pas bon dans ce film-là. Mhm. Tout, l'image, le son, l'interprétation, mais c'est tellement volontairement poussé à fond, c'est tellement volontairement, il y a tellement de volonté de choquer, puis une générosité de la part de tout le monde. Tu sais, écoute, tout le monde y va à fond, là, tout le monde y va à bout. Que moi, quand j'ai découvert ça, je, j'avais 18 ans, 19 ans. Je Mhm. vivais à Vancouver dans une espèce de communauté de flyers.
Le film n'était pas encore distribué. Il a commencé à être distribué en 89. Je l'ai vu genre en 83 sur une cassette piratée. Et je savais pas qu'on avait le droit de faire des affaires de même dans la vie. Ouais. Sérieux. Ça a été une tape sur la gueule. Et John Waters, le réalisateur, il dit dans son livre Choc que quand quelqu'un vomit en regardant un de ses films, c'est l'équivalent pour lui d'une ovation debout. Fait que, Oui, ça y ressemble. Ça y ressemble. ben, c'est l'intention de ce film-là, plus que le film lui-même, qui m'a vraiment. Ça m'a choqué parce que ça ne peut pas faire autrement que te choquer. Mhm. Mais c'est là où tu choisis ton clan. Parce que c'est clair que c'est un film à voir en gang, là, ou encore mieux au cinéma, là, dans un Midnight Show. Parce que Waters, ce qu'il souhaitait que les gens en tirent comme expérience, c'est qu'ils aient l'impression de faire partie d'un groupe unique de spectateurs, OK? De ceux qui sont capables de regarder le film jusqu'au bout sans être malades et sans se sauver en courant. Jusqu'à la dernière scène où, est-ce qu'on révèle le punch? Oui, OK, c'est un film qui a 50 ans. Je pense qu'on peut le révéler. parfait. C'est pas vraiment un punch anyway, là. Il y a un petit chien qui fait un petit caca, puis le personnage principal, il le ramasse, puis il le mange. OK, bon Ouais. déjeuner tout le monde. Et d'ailleurs, Waters, il disait que c'était la première scène à laquelle ils avaient pensé avant même de commencer le film. Parce que comme il disait, comme j'ai juste 10 000 $, comment je peux faire compétition avec les blockbusters? Pour lui, c'était de créer une scène qui était tellement choquante que personne n'oublierait jamais son film. Mhm. Et dans ce sens-là, je dis mission accomplie. Il était punk avant le temps. Ouais. Écoute, il y a tellement de choses dans ce film-là qui sont annoncées et qui deviennent réelles un peu plus tard. Tu sais, c'est comme il fait l'apologie des tueurs en série. Là, tu regardes Natural Born Killers plus tard, tu regardes Hannibal. Tu sais, Ouais. là, il fait dans ce film-là tellement d'affaires qui n'avaient jamais été faites, qu'on n'avait jamais osé faire. Ouais. Mais tu sais, le Puis je film est dis pas. sorti en 72, puis il est dédié à la famille Manson, ce qui est quand même déjà très audacieux et très poussé, là. Ouais, mais il faut entendre, tu sais, avant de juger là, comme ça, il faudra. Parce qu'on aura envie de dire, ben, ça sert à rien, tu sais, c'est Ouais. juste dégueulasse pour être dégueulasse. Mais il faut entendre, comme pour une œuvre d'art contemporaine qui n'est pas facile à comprendre, bien des fois, quand on entend l'artiste ou le réalisateur nous en parler, ça commence à faire du sens. Et moi, j'invite les gens qui ne connaissent pas John Waters à lire son livre Shock Value, à regarder, on peut le trouver sur Internet, il fait des espèces de conférences stand-up où il révèle des histoires par rapport à ses tournages qui sont vraiment, ça ne tient pas de bout, là. Tous ceux qui engageaient, c'était des petits voleurs à la tire, c'était des dopés, c'était du monde, c'était des gens en marge. Et il a créé avec des gens en marge un cinéma en marge. Et il est allé mais vraiment jusqu'au bout. Il y avait pas. Je ne sais pas comment il aurait pu faire pire que ce qu'il a fait là. Alors, moi, ces gens-là qui sont un peu désobéissants, puis qui sont un peu avant-gardistes, puis un peu avant leur temps, je les salue. Ça m'impressionne parce que moi, étant élevé de la manière que j'ai été élevé, j'oserais pas aller aussi loin que ça. Tu sais, j'en ai fait bien des bêtises dans la vie, Oui. bien des niaiseries, OK? Mais j'ai jamais touché à 5% de ce qu'il y a dans ce film-là, là. Tu sais, il y a des choses que j'aurais pas voulu choquer ma mère, par exemple, avec Ouais. ça. Tu sais. Mais Waters, lui, sa mère est dans le film, là, tu sais. Fait que, C'est incroyable. ouais. Mais malgré tout, j'ai l'impression, est-ce que ce film-là t'a donné une licence de pouvoir être flyé? Parce que dans ton humour, sans dire que c'est choquant, t'as quand même des tu sais, j'ai mentionné le Gros Lucien au début que tu faisais en 95.
Mais tu as quand même des personnages qui peuvent aller loin, puis qui peuvent être flyés, puis qui peuvent être plus grands que nature, des caricatures, mais qui s'inscrivent dans un univers quand même. C'est c'est intéressant ce que tu dis. Et je pense que c'est à un niveau plus subconscient que ça s'est passé parce que ça, vois-tu, j'ai vu ce film-là à l'âge de 19 ans alors que j'étais sur le pouce, je n'avais pas une scène. Je vivais dans une commune d'espèces de flyers dans l'Ouest canadien. Et ça a plus dicté ma vie que dicté mon œuvre parce qu'à Mmh. cette époque-là, tu sais, je cueillais des pommes, des cerises, du tabac, je faisais du pouce. J'allais en Californie, je remontais, j'essayais de faire du tree planting, je repartais. Tu sais, jusqu'à temps que j'ai mon fils Boris à 22 ans au Guatemala. Mmh. J'ai, J'étais sur la route, puis je vivais de presque rien. Fait que, tu sais, ça a plus dicté mon désir de liberté, puis d'être qui j'avais envie d'être dans la vie. Moi, je me promenais en jupe, puis tu sais, je me maquillais si j'avais envie de me maquiller. Puis, Mmh. tu sais, tu sais, dans ce sens-là, oui, Pink Flamingos m'a conforté dans mon. Ça se dit en français? M'a Ouais. réconforté dans mes choix de vie d'être différent. Il ne m'a pas envie de donner envie nécessairement donner envie de faire des choses obscènes et tu sais, des choses illégales, mais ça m'a parlé, ça m'a dit que, regarde, tu as le droit d'être en marge, tu as le droit d'être différent. Ouais. Puis tu peux créer même en étant différent. Et je découvrais à la même époque, j'ai découvert les Monty Python. Mmh. Et eux m'ont dit, tu peux faire de l'humour en étant différent, en étant poétique, en étant créatif, en jouant avec les codes établis, là. Pas seulement faire, hey, c'était une fois un gars, il était deux, il rentre trois dans le magasin, là. Non, non, tu peux faire de la création qui tient la route 50 ans plus tard et qui est encore drôle Ouais. et parce qu'elle est tellement proche d'une forme d'art que tu te dis, wow, OK, là, ils ont touché à quelque chose. Je ne compare pas les Monty Python à John Waters, mais je dis que John Waters a cette authenticité-là, il y Mmh. a cette force unique-là de faire ce qu'il a envie de faire, puis d'embarquer le monde dans ce qu'il fait. Ouais. Puis ces gens-là ont la même générosité que lui et c'est fabuleux. Ouais. Et moi, c'est un hommage à la communauté LBGT aussi et tous les gens qui sont différents. Et ça, à cette époque-là, en 72, tu sais, il se magasinait des tapes à la gueule parce que ces gens-là, là, sérieux, là, lui, faire la promotion de ça en 72, Ouais. à l'époque, je pense, d'Harvey Milk, là, c'était dur. C'était dur. Mmh. On va rester un peu dans la marginalité avec, Stalker, parce que là, on s'en va avec des gens qui vont dans une zone marginale. La zone, c'est pas innocent comme terme. Donc Stalker de 1979 d'Andrei Tarkovsky qui met en vedette, Alexander Kaidanovsky, Anatoly Solonitine, Nikolai Grinko et Alissa Freundlich. C'est quoi Stalker? C'est un film soviétique, c'est un film qui est 10 ans avant la chute de l'Union soviétique. C'est, Ça se passe dans un pays fictif, mmh. on s'entend. Je ne sais pas si symboliquement, là, il a voulu illustrer quelque chose par rapport à son pays, parce que c'est un film qui est tellement dense qu'on peut en tirer de multiples explications et symbolismes. C'est un film de science-fiction où il y a pas de soucoupe volante, il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas de python lumineux, il n'y a pas Mmh. de, tu sais, il y a rien qui tombe du ciel. Tout est déjà arrivé et tout est en ruine. That's Ouais. it. Tu sais, c'est le sujet qui est un sujet de science-fiction. Et c'est une adaptation d'un livre des frères Strugatsky qui s'appelle Roadside Picnic. C'est pas du tout le livre, mais j'ai lu que les frères Strugatsky, c'était comment dire, c'est deux auteurs soviétiques de science-fiction et ils sont sous-estimés par rapport à leur impact qu'ils ont eu sur la science-fiction, semble-t-il. Je ne suis Mmh. pas un expert, mais en tout cas, si ça vous intéresse, allez voir Roadside Picnic des frères Strugatsky. Ça a fait comme 126 pages. J'ai commencé à le lire et ça m'a pris la tête, man. J'ai bien de la misère à lire de la science-fiction.
Sérieux, là, ça c'est. Écoute, on a tous nos talents. Regarde, la prémisse de l'histoire, OK, c'est qu'il y a un objet qui est tombé du ciel. L'armée a envoyé des soldats et les soldats ne sont jamais revenus. Fait qu'ils ont Mhm. barricadé la région complète qui s'appelle la zone, comme tu disais. Évidemment, c'est interdit d'y aller parce qu'il paraît que dans la zone, le danger, c'est qu'on serait comme confronté à une autre réalité. Euh, mais on raconte que ceux qui ont survécu aux terreurs du grinder, et là, je ne parle pas de l'application, c'était une espèce de tunnel sans fin, OK? Ces gens-là auraient découvert un endroit mythique qui s'appelle The Room. Et là, je ne parle pas du film de Tommy De Wiseau. Tommy Wiseau. Oh, hi, Mark! I did not C'était kill un endroit où the... I did not hit her, I did not. I Oh, did hi, Mark! not. OK, là, tous ceux qui ne l'ont pas vu nous prennent pour des tarés. Si on se rend dans cet endroit-là, donc dans The Room, tes souhaits sont supposés se réaliser. Et puis, le stalker dans l'histoire, c'est le guide qui amène les gens de manière illégale dans la zone à la recherche de The Room. Et dans le film qui nous concerne, il amène un écrivain, un artiste, un créateur et un professeur de physique, un scientifique. Et le professeur qui prétend qu'il est intéressé au phénomène du point de vue scientifique, l'écrivain qui dit qu'il veut y aller pour retrouver l'inspiration qui l'aurait quitté. Mais le film et le stalker qui est un aventurier, on s'entend. Ouais. Le film, c'est vraiment la rencontre entre les trois personnages qui représentent trois univers vraiment complètement différents. Et ça donne, vraiment, c'est le genre de film que j'aurais voulu écrire là, parce que écoute, il y a des échanges magnifiques dans ce film-là. Les dialogues sont tellement riches, man. Tu as envie de vraiment de mettre le film à pause puis de réfléchir. Mais tu n'es pas obligé parce que le film, il est tellement long. Il y a tellement des longs moments de silence et de Ouais, contemplation et c'est des longs d'immersion. plans, puis ouais. Oh, Il God, prend son écoute, temps. il y a même une scène de sommeil, pour te dire, hein, dans Boone, tu te souviens, couché sur le côté Ouais. dans l'eau, avec le chien noir qui arrive. Et puis, j'ai pris une note, vois-tu, j'ai juste une réplique de l'artiste qui dit, dans un moment de doute, il se questionne s'il veut vraiment retrouver l'inspiration, puis il dit, comment je peux donner un nom à ce que je désire? Comment je peux savoir si je ne désire vraiment que ce que je désire et que je ne désire pas ce que je ne désire pas? Mhm. Les désirs sont des choses intangibles et dès qu'on leur donne un nom, la signification s'évapore comme des méduses au soleil. Et ça, à chaque Wow. réplique, j'avais envie de faire pause puis de l'écrire, tu sais, puis de faire, OK, je veux la voir en mots, là, je veux voir en mots ce qu'il vient de dire. Et ça cogne chez vous. Non, c'est mon chat C'est ton chat qui allez sa queue. est énervé. Oui, c'est ça, il est vraiment énervé en ce moment. Je pense qu'il veut te parler lui aussi, puis il est comme, passe-moi là, passe-moi là. Et puis, regarde, c'est un film qui est très lent. C'est un film qui n'est pas facile, mais je pense que c'était volontaire de la part du réalisateur là, qui voulait plus, je pense, proposer une sensation d'immersion qu'une expérience. Tu es aspiré dans ce film-là. Mhm. Si tu l'aimes, ce film-là, là, c'est une expérience qui est, sérieux, là, c'est transcendantal. Là. Il y a un plan en particulier. Moi, ce plan-là, je l'ai réécouté je ne sais pas combien de fois. Il y a trois hommes. Les trois hommes sont sur une espèce de wagon ouvert qui avance doucement sur le chemin de fer Mhm. et qui pénètre dans la zone. Et là, on reste avec eux en plan assez serré, genre trois quarts de dos, OK, avec c'est un plan séquence, là, avec le paysage qui défile devant eux. Et ça dure 4 minutes. Et là, on a juste le bruit des rails. Et on voit leur expression, on voit ce qu'ils sont en train de pénétrer dans un lieu interdit, un lieu secret. Et là, au bout de 4 minutes, on coupe au paysage et du point de vue des personnages, soudainement, le film est en couleur. Et là,
on réalise tout d'un coup qu'on vient de regarder 35 minutes en noir et blanc. Parce que son noir et blanc est tellement riche que c'est plus que du noir et blanc. Ces images sont tellement busy, ces décors sont tellement, tellement, tu sens la texture, là, Mhm. partout c'est texturé, partout il se passe tout le temps quelque chose dans ces images. Et puis, là, tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Fait que moi, je Mhm. dis aux gens, écoutez les 35 premières minutes, là, puis si vous rentrez dans le film, là, après ça, tu peux plus en sortir. Et c'est un film ça se voit là, que ça a été difficile le tournage, mais ça a été encore plus difficile qu'on le pense. Mhm. Ils ont, je ne sais pas si tu sais, mais le premier tournage, là, la première production qu'ils ont faite, la pellicule était scrap. J'ai lu ça, oui. Parce qu'ils avaient un problème avec la nouvelle pellicule de Polaroid, j'imagine. Et puis, en Russie, il n'y avait pas les bons chimiques pour la développer. Puis, il Mhm. paraît que ça a viré au vert. Et les gens ils disent, ceux qui l'ont vu, la première copie, ils disent qu'elle était belle malgré tout, sauf qu'on ne le saura jamais parce qu'elle a brûlé en 1988. Non. Ouais. Et le deuxième tournage qu'ils ont fait, il avait changé de directeur photo parce qu'il s'était chicané à cause de la pellicule. Et Tarkovsky n'était pas content du tout du résultat. Il l'a jeté. Alors, ce qu'on voit, c'est le troisième tournage Ouais. d'un même film avec les mêmes acteurs dans les mêmes lieux misérables. Mais c'est misérable. Écoute, c'est dans des usines abandonnées, des espèces d'anciennes centrales électriques, toujours avec les pieds dans l'eau. À l'écran, c'est payant, sauf que pour toute l'équipe, il s'agissait d'être dans des endroits désaffectés autour de vieux produits chimiques puis Mhm. de poisons. Et semble-t-il, la théorie veut que ce soit le tournage qui ait coûté la vie à Tarkovsky. Ah Mais pas ouais. juste à lui, aussi à un de ses acteurs principaux qui joue dans Andrei Roublev, Mhm. aussi à la femme de Tarkovsky et aussi au directeur photo Rerberg. Ils sont tous décédés tôt de cancer Ouais. et la théorie veut que ce tournage-là n'ait vraiment pas aidé dans, Ouais. dans leur décès soudain. Et puis, voilà, moi, Stalker, là, regarde, j'avais le DVD à la maison, là, puis je le faisais jouer en boucle en faisant du ménage, en faisant du... Puis je ne sais pas comment expliquer l'expérience du film de Stalker qui me touchait beaucoup. À la fois, c'est une quête, à la fois, c'est une espèce de voyage, à la fois, c'est trois côtés qui peuvent être les trois côtés d'une même personne. Tu sais, c'est un combat intérieur. Et puis, c'est un film qui a une belle boucle aussi. Tu sais, les personnages ne sont plus qui ils étaient au Mhm. début du film, à la fin. Ouais. Et puis, il y a plein de mystères là-dedans. Toutes les fois, tu peux l'interpréter différemment selon ton humeur ou selon ton inspiration. Ouais. Fait que c'est un bon, long film. Et puis, c'est quelqu'un qui a fait tellement du beau cinéma. Il disait justement, il dit, et puis c'est un autre unique là, qui dit, le but principal de n'importe quelle forme d'art, c'est de trouver une manière personnelle de s'exprimer, c'est de trouver un langage qui puisse révéler ce qu'il y a à l'intérieur de toi-même. Et vois-tu, ce sont ces créateurs-là qui m'attirent, moi. Mhm. Et puis, quand on le sent dans l'œuvre en plus, c'est sans doute pas son meilleur film, Stalker. Moi, je pense que Le Miroir est encore plus fabuleux. J'ai pas vu celui-là. Ouais. Ah, God. Un autre tough, là, tu sais. Mais c'est Euh, rare avec Tarkovsky qu'on est dans le léger, puis dans... c'est pas ouais, des comédies ouais. musicales de Broadway, là. Non, mais il y a quand même un cinéma plus accessible. L'enfance de Ivan Mhm. et ses deux premiers films, je pense, qui sont plus accessibles. Le Sacrifice aussi est Oui, 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 c'est relativement, vrai. ouais, pas facile à comprendre, mais c'est plus proche de nous autres. Mhm. Enfin, moi, comme amateur dans le sens pas professionnel de science-fiction, c'est aller dans une réflexion hors de ce monde qui m'a touché. Mhm. Je ne sais pas comment expliquer, mais
C'est le premier film qui m'est venu à l'esprit quand tu m'as dit peux-tu choisir 3 films? Ouais. Je veux savoir, parce que tu es un gars qui a voyagé à peu près partout dans le monde. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu l'impression d'être dans Stalker ou puis pas juste au niveau d'être dans un environnement désaffecté, mais que tu t'es dit là, la logique a plus de sens? En Chine, Hmm? en Chine, je suis allé me perdre dans les provinces du nord-ouest. Et puis, je me suis retrouvé à un moment donné dans un autobus en direction d'une chute, puis la plus grande chute de Chine, je pourrais le trouver si je faisais Google. Il y avait 0 touriste, il n'y avait personne qui allait là parce que c'était la saison sèche, puis il n'y avait pas d'eau. Déjà là, l'image d'une chute sans eau, on est dans Stalker, là. On Ouais. s'approche. Tout ça pour dire que j'embarque dans une espèce d'autobus pourri avec mon petit. Je l'avais sur un bout de papier parce que c'est comme ça qu'on communique le mieux avec les Chinois. Et l'autobus s'est arrêté au milieu de nulle part. Et le mec, il m'a pointé là, sors, mets-toi là, bouge pas. Et là, j'ai vécu à peu près 1 heure assez troublante. J'étais comme au milieu d'un village qui m'avait l'air d'être à moitié abandonné, Mhm. avec des enfants qui sortaient la tête une fois de temps en temps pour rire de moi. Puis là, ils se cachaient. Hey man, c'était peut-être plus un film d'horreur qu'un film de science-fiction. J'étais plus dans Children of the Corn là, que dans... Oh God. Mhm. C'est hallucinant. On va rester chez les fous et chez les ambitieux avec ton troisième film, qui est le très épique Fitzcarraldo, un film de 1982 de Werner Herzog, qui met en vedette Klaus Kinski et Claudia Cardinal. La même question que je te pose depuis le début, Fitzcarraldo, c'est quoi? En fait, tu sais quoi? Moi, je pensais qu'on allait parler d'Aguirre, la colère de Dieu. Ah! Ben, ça Mais reste le même c'est pas grave. réalisateur. C'est pas grave. C'est surtout d'Herzog que je voulais Oui. parler, puis de son cinéma. Tu viens de dire 72, la même année que Pink Flamingos. Ouais. Il y a Fitzcarraldo quelqu'un qui part. 82. Excuse-moi, je pense que Non, j'ai peut-être non, trompé. Fitzcarraldo 82. Non, Ouais. c'est pour ça que je pensais à Aguirre, parce qu'Aguirre a été créé la même année que Pink Ouais. Flamingos, en 72. Et sont tellement, tellement, tellement diamétralement opposés. Mhm. Est-ce qu'on peut parler d'Aguirre un peu? Parce que Allons-y, Aguirre va nous mener ça à met aussi, Fitzcarraldo. c'est ça, puis ça met aussi en vedette Klaus C'est Kinski, donc on est là. parfait. C'était le premier film qu'ils faisaient avec Kinski et ça a été leur première confrontation parce que Kinski, ceux qui le connaissent, ils connaissent son intensité. Pendant des heures, littéralement sur le plateau, il pouvait hurler des bêtises à Herzog, OK? Mhm. Constamment, constamment. Il y a des enregistrements de ça. C'est épouvantable. Mais aussitôt que Kinski était prêt à tourner, c'est-à-dire quand ça y tentait, Herzog, il se dépêchait à le filmer pour pouvoir garder de cette énergie-là, Mhm. de cette espèce d'hystérie-là presque naturelle, surnaturelle de Kinski. Et les crises, c'était à chaque jour. Et le tournage, c'est l'histoire des conquistadors qui descendent de l'Amazone à la recherche de l'Eldorado, la fameuse Mhm. cité d'or. Et Kinski, il mène une rébellion dans le groupe. Et puis ça finit mal. Mais c'est un film qui est dur parce qu'il a été filmé sur place avec les indigènes. Ils ont descendu la rivière pour vrai. Kinski était vêtu d'un habit de métal qui disait qu'il pesait 50 livres. J'en doute un peu, mais c'est l'excuse qu'il se donne pour avoir engueulé le réalisateur Mhm. comme ça, comme du poisson pourri tout le temps. Et Herzog, c'est vraiment de lui que je veux parler parce que Ouais. Kinski il a été révélé plus tard que c'était un abuseur, c'était un Oui, oui, c'est criminel. un être assez épouvantable. Ouais.
Et puis, ben moi, à l'époque, quand je le découvre, je ne le sais pas. Fait que Mhm. je salue sa folie et sa générosité, encore une fois, parce que d'être debout sur une espèce de radeau qui descend l'Amazone, euh, habillé comme il était là, s'il tombait à l'eau, il se noyait, là, c'est Mhm. clair. Là, tu sais. Mais des années plus tard, ce que Herzog dit, justement, par rapport à ça, il dit qu'en réfléchissant sur ce tournage en particulier, il dit que l'humiliation qu'il subissait au Maître Kinski était nécessaire et que c'était une part essentielle à son apprentissage personnel du cinéma et une part essentielle de l'art de faire du cinéma, parce que si on n'est pas capable d'endurer tous les abus, on ne peut pas faire du cinéma. C'était une autre époque, on Mhm. s'entend-tu? Parce que moi, j'ai vécu cette époque-là un peu des réalisateurs qui te rentraient dedans. Euh, c'est humiliant. Moi, je suis sorti de là amoché. J'ai Mhm. voulu abandonner à un moment Ah donné. ouais. Euh, ouais, mais comme j'avais été traité de la même manière au hockey, fait que je me suis dit, c'est naturel. Fait à cette époque-là, ces relations-là, amour-haine, ces chocs-là de personnalité sur les plateaux, surtout sur ce plateau-là en Mhm. particulier, c'était comme, ça faisait partie de la chimie du cinéma, semble-t-il. Ça a tellement changé pour le mieux, merci beaucoup. Sauf que ce que ça donne à l'écran, c'est épique. Regarde, il y a dans les yeux de Kinski, là, une fureur tout le temps. Il y a une Mhm. intensité qui est fabuleuse. Et tu sais, as toute une équipe, là, tu ne la vois pas, là, mais tu le sais qu'ils sont dans le jungle, tu le sais qu'ils souffrent énormément des conditions dans lesquelles ils sont. Et quand tu vois ce qui arrive à en faire, ce qui arrive à en tirer Herzog de ce conflit-là qu'il y avait avec lui, de cette situation-là dans laquelle il était, c'est magistral. Sérieux, là, c'est chapeau. Là, tu sais, moi, ce film-là m'a donné envie d'être aventurier, d'être Mhm. acteur, d'être réalisateur. Tu sais, moi, c'est ces Ouais. films-là qui me donnent des envies de créer que je retiens tout le temps. Et puis, il y a Fitzcarraldo qui est venu plus tard, où il a poussé la folie encore un peu plus loin. Ben Pour ceux oui. qui ne savent pas, il fait traverser un bateau immense, un bateau à vapeur. Il fait traverser une montagne et il le traverse pour vrai. Il la Mhm. traverse pour vrai, la montagne. Il la grimpe et il la redescend de l'autre côté. Et j'ai vu une entrevue avec Herzog à Hard Talk qui disait en aucun moment le crew est en danger, puis tout ça, il y a juste moi qui s'était mis en danger. Euh, et, et puis là, dans le même souffle, il dit il y a juste un des indigènes qui s'est fait mordre au pied par un serpent venimeux. Et il y avait comme quelques secondes pour réagir, sinon il mourrait. Alors il a pris sa chainsaw et il s'est coupé le pied. Et, fait que, tu C'est sais, bon. dans un. Ouais, c'est dans ces conditions-là qu'il tournait. Alors, il y a une petite anecdote par rapport Mhm. à ça. C'est parce que c'est encore Kinski qui joue Ouais. dans Fitzcarraldo. Il y a la scène où il va faire sonner la cloche. OK? Je ne sais pas si tu te Mhm. souviens de cette scène-là. Il Ça monte fait dans le longtemps clocher que je l'ai vu, mais blanc. oui. Il monte dans un clocher blanc. Il y a un habit blanc. Puis là, il sonne la cloche. Là, puis il est comme. Ah, il va briser. Là, puis il hurle. Là. Il était question d'avoir Mick Jagger dans le rôle de Klaus Kinski. OK? Hmm. Auparavant. Et Mick Jagger a fait le test, son test de casting, Ouais. c'est la scène de la cloche. Et ça vaut la peine de le chercher. Je pense que ça existe sur YouTube. OK. Le casting de Mick Jagger comparé à la scène finale avec Klaus Kinski. Et là, tu fais OK, je comprends pourquoi il s'entêtait à tourner avec ce fou-là. Hmm. Parce que le résultat à la fin était c'était imprévisible. Et puis c'est ça qu'il dit qu'il a appris de Kinski. Il a appris le souffle d'un acteur, il a appris l'instinct des acteurs, il a appris à écouter, à choisir le bon moment pour tourner. Il dit Kinski m'a appris tellement parce que lui, il n'a jamais fait d'école de cinéma, Herzog. Mhm. Lui, c'est un self-made man. Là. Ouais. Il s'est mis à faire des films.
on dit qu'il a utilisé un téléphone pour la première fois à 17 ans, puis il a fait tourner son premier film à 19. Et Herzog, écoute, Herzog, ceux qui C'est ne le un connaissent fou, pas, oui, là, oui. ouais, Herzog, il marche, OK? À un moment donné, son film était projeté à Cannes, il a marché d'Allemagne jusqu'à Oui. Cannes, tu sais, Il y parce a que une lui, histoire comme celle-là aussi, où il y avait une amie à Paris qui avait un cancer. Lui, il était à Berlin. Il a dit, je viens te voir avant que tu meurs. Mais tu ne meurs pas avant que j'arrive. Je m'en viens à pied. Fait qu'il est parti de Berlin jusqu'à Paris. Puis quand il est arrivé, son ami est finalement décédé à ce moment-là. Mais elle l'a attendu. wow. Ben, tu sais, qui dit que le monde s'ouvre à ceux qui marchent. Et pour lui, le tourisme, c'est une aberration. Lui, il dit aller à la rencontre des gens, là, Mhm. c'est pas en allant voir des sites touristiques, c'est en marchant. Lui, il marche avec un minimum. Il y a de quoi se faire un peu à manger. Il a sa gamelle, il a son filet à moustiques. Et puis, lui, il se force à aller à rencontrer des gens parce qu'il n'y a rien. Il voyage avec rien. Et c'est un monsieur qui est fascinant, qui a fait des documentaires brillants, qui a fait des films complètement fous et qui continue à être inspiré, puis qui continue malgré s'il doit avoir 70 ans passés, là, Mhm. tu l'entends en entrevue, là, il a encore la même énergie. D'ailleurs, il joue dans The Mandalorian. C'est vrai. C'est vrai. Il fait un méchant dans The Mandalorian. Ah oui, il fait Puis, tout. ben ouais, mais tu sais, dans The Mandalorian, là, il aurait pu l'appeler le méchant Werner Herzog. Oui. C'est juste lui. Oui, oui. C'est juste sa voix qui est Ouais. rassurante. Puis il y a le ton autant rassurant qu'inquiétant. Ouais. Et il dit, je peux juste jouer des vilains. Il dit, je pourrais pas jouer dans une comédie romantique. Mais il a joué dans un film avec Tom Cruise aussi, où est-ce qu'il jouait le méchant. Encore une fois, j'ai plus le titre, là, mais tu sais, un gros film d'action, blockbuster hollywoodien. Puis pour une raison inconnue, c'est Ah lui qui est oui. là. Ah non, c'est un gars Écoute. qui accepte des projets inusités parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très curieux. Oui. Une autre anecdote que j'avais entendue par rapport à Fitzcarraldo, c'est que Kinski, comme à tous les jours, menaçait de partir, menaçait de quitter le plateau. Puis Herzog a sorti un fusil. Il a dit, il y a 6 balles là-dedans. Il y en a 5 pour toi, une pour moi. Fait qu'on fait la scène. Puis Kinski Et a fait, OK, ça, parfait, on y va. OK. Et ça, il y a plusieurs versions de celle-là. C'est possible. Je viens d'entendre Herzog dire que lui avait le fusil de Kinski qu'il avait confisqué parce que Kinski avait tiré à travers la hutte des figurants parce Mhm. que les figurants, ils riaient le soir, puis Kinski, ils ne savent pas pourquoi, mais Kinski s'est mis à être enragé parce que Why are they laughing? Puis là, il a tiré 3 balles dans la hutte. Et fort heureusement, dit Herzog, il y a juste quelqu'un qui a perdu un bout de doigt, il n'y a personne qui a perdu la vie. Et Herzog dit, on a dû lui confisquer son Winchester. Et là, l'intervieweur lui dit, est-ce que vous aviez le fusil en votre possession quand vous avez menacé de tuer Kinski? Il dit non. Mais il dit, est-ce que vous l'auriez fait? Il dit, et là, il prend un long temps, une longue réflexion, où il dit, c'est dur à dire. Aujourd'hui, je trouve ça drôle. Aujourd'hui, je préfère en rire. Et Kinski dit, moi, je l'aurais jeté au piranha, Herzog. Écoute, il régnait une atmosphère de joie et d'allégresse sur ce plateau-là. Et je Oui. conseille à ceux qui ne connaissent pas le film My Best Fiend, Mhm. le documentaire sur la relation entre Herzog et Kinski, My Best Fiend, qui est mon meilleur ennemi, en Ouais. fait. Je veux savoir, parce qu'on parle de cette relation-là qui est. Même si elle était tendue, ça reste deux personnes qui se sont trouvées et qui sont un peu des âmes sœurs. Puis je vais faire un petit parallèle. Je pense pas que tu as. Ça m'intéresse pas de savoir les détails de tes relations avec tes amis, mais tu es quelqu'un avec tes amis. Là, je parle de Marc Labrèche, je parle de Guy Jodoin, je parle de tes collaborateurs réguliers, euh, à qui tu es très fidèle. J'aimerais t'entendre sur ces amitiés-là. Comment tu préserves des amitiés dans le long terme? Comment tu
te rends compte que quelqu'un est important pour toi dans ta vie? Encore une fois, c'est un mot que j'utilise beaucoup, c'est la générosité. Mhm. Euh, Moi, travailler avec quelqu'un qui s'en retient, je ne suis pas capable. Travailler avec quelqu'un qui ne donne pas tout ce qu'il a donné, j'aime autant pas le faire. En même temps, pour moi, faire quelque chose de facile, j'en vois pas, l'intérêt. Fait que aux choses faciles, je préfère les choses difficiles. Donc, forcément, ceux qui veulent me suivre dans l'expérience, déjà, ils ont une dose de courage et d'humilité parce que l'humour, ça demande ça, hein, et beaucoup d'humilité. Là, quand on te demande de te mettre en jupette, ah ouais, fais le casse, là, tu sais, faut que tu aies faut pas que tu aies peur d'être blessé à ton amour propre. Et c'est dans ce sens-là que ceux avec qui je travaille depuis longtemps, depuis toujours, ben, c'est ce qu'ils m'offrent et c'est ce que je leur offre en retour. Puis ça, moi, j'interprète ça comme de l'amour du métier, de l'amour de l'humour, de l'amour d'être là, en Mhm. vie, en train de jouer. Là. Tu sais, il y avait Benoît Brière qui nous disait sur le plateau justement, le Oui, plateau, le plateau. ouais, quand tu sais, ça marchait un peu moins, il nous prenait par la main, là, puis il nous disait: Hey, les amis, il ne faut pas oublier là, qu'on est ici là, pour jouer. Fait que j'ai envoyé un pas avoir de fun, là, puis il va manger mon coup de pied dans le derrière. Fait que là, on savait que quand Benoît était dans cet état-là, là, qu'il allait nous en cacher une, qu'il allait nous faire une joke, comme, tu sais, là, qu'il allait prendre un accessoire, puis faire une niaiserie qui n'était pas prévue pour nous faire rire. Puis ça, c'est la beauté de notre métier. Puis quand on oublie ça, puis qu'on se met à vouloir faire de la performance ou Mhm. vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas, tu sais, ça ne s'invente pas, ça, cette ouverture-là, cette générosité-là. Puis tous ceux que vous voyez là, autour de moi, là, c'est tous des gens qui ont le même amour Ouais. pour le métier qu'on fait. Et quand je pars sur la route, mon équipe que je tiens toujours à mettre à l'écran, ma gang des vacances de M. Bruno, là, ils partagent ce même désir-là d'aller jusqu'au bout de quelque chose tout le temps, cette même folie-là. Écoute, on tourne dans des conditions des fois qui sont innommables. Ouais. Et puis, ouais, puis on s'expose à toutes sortes de maladies, d'accidents. Tu Mhm. sais, on est resté pogné en Namibie, dans le désert, jusqu'aux essieux, dans le sable. Ça aurait pu être tragique, sauf qu'on a décidé de le filmer. C'est tant qu'à être là, Un peu comme pogné dans le dans le film de sable. Pasolini, là. C'est quoi le film avec Jack Nicholson là, qui reste pris avec son dune buggy dans le sable? Là? J'ai pas le titre, là. Ça Ah, ne reviendra Seigneur, pas, je mais sais pas. je le trouverai pendant la pause. J'y Mais reviendrai. quand ça se passe, ces choses-là, ben, faut en profiter. Faut être capable de survivre Saint-Dicenne. Et puis, c'est ça, les gens avec qui je travaille ont cette capacité-là aussi d'être flexible. Hmm. Générosité, flexibilité et amour. C'est les qualités que je recherche tout le temps chez quelqu'un. Puis j'espère que je leur donne là, au moins l'équivalent, sinon plus. Je crois que moi, je peux imaginer que oui. Je t'entends en ce moment avec ta générosité et l'amour que tu mets dans tous les mots que tu emploies. Mm. Je suis prêt à parier que oui. On va faire une courte pause. Au retour, on tombe dans le monde fascinant, délirant et hétéroclite de Neil Breen et on va peut-être verser quelques larmes pour les glorieux joueurs des Mighty Ducks. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir pour le meilleur et pour le pire les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jadosaurus, Zachary Cyr Bellec et Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/On jase de film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films
J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en genre de film avec mon invité Bruno Blanchet, avec qui, en première partie, on a jasé des films Pink Flamingos, Stalker et Fitzcarraldo. Maintenant, on va rentrer dans l'univers d'un réalisateur, acteur, Monteur, iconoclaste. producteur. Oui, Il tout ce paraît qu'on qu'il fait même le craft sur ses plateaux. veut. Ça me surprendrait pas. C'est lui qui fait sandwich. C'est un ancien architecte reconverti en réalisateur de Las Vegas qui s'appelle Neil Breen. C'est un gars qui a à son actif 5 films. Double Down, I'm Here Now, Fateful Findings, Pass Through et Twisted Pair. C'est pas les films qui vont être diffusés dans les cinémas Gouzeau, là. C'est pas les films qui vendent le plus de popcorn, j'ai l'impression. C'est qui ça, Neil Breen? Ben, comme tu dis, il est encore architecte et agent d'immeuble. On estime sa valeur, son net worth, si on le Google, à 2 millions de dollars. C'est quelqu'un qui a de l'argent, Ouais. mais qui persiste à faire des films à Saint-Saëns. Il y avait une espèce de Patreon GoFundMe pour son dernier film qui voulait ramasser 50 000 dollars. Puis il paraît qu'il a ramassé genre 120 piastres. Mais il a fait le film pareil. Et il faut dire qu'il fait des thrillers psychologiques. Il n'est pas volontairement drôle, mais il est drôle malgré lui. Moi, son dernier film, je l'ai vu en cinéma. Je l'ai vu au cinéma du Parc. J'ai allé voir Twisted Pair et c'était plein à craquer, man. Et là, pendant ces films, le monde, ils boivent de la bière, ils se garochent du popcorn, ils gueulent des insanités, ça n'arrête pas. Il n'y a pas un break dans la salle. J'imagine qu'on fume un petit joint avant d'aller voir ça, pour certains. Ben, j'imagine que ça doit aider à encore moins comprendre ce qui se passe. Et ce qui est fabuleux du parcours de Neil Breen, ce qui me fascine mais vraiment beaucoup encore aujourd'hui, c'est qu'à travers tous ces films, la qualité, on dirait qu'elle diminue à chaque fois. On dirait qu'il n'a jamais appris d'un film à l'autre à mieux faire. Son dernier film, les effets spéciaux sont encore pires. Le scénario est encore plus mince. Son interprétation est encore plus mauvaise. Écoute, il joue un double méchant de lui-même et il porte une barbe qui ressemble à la tienne, s'il était faite en broche à foin, genre. C'est manifestement quelque chose qui a collé d'en face. Mais c'est parce qu'il joue ça tellement sérieusement que tu ne peux pas t'empêcher de rire. Et ses sujets sont lourds. C'est toujours « je vais régler le problème du monde entier ». Il est toujours en train de régler le problème du monde entier. Il est un peu... Ouais. Il est un peu complotiste, de ce que j'ai compris. Oui, complotiste, mais OK. Il dit « je vais sauver la planète en empoisonnant l'eau du bassin où les gens boivent à Las Vegas parce que la corruption prend le dessus sur les vraies valeurs. » Et là, tout ce temps-là, il est dans le désert avec comme 12 vieux laptops pas allumés dans son char, à manger des cannes de thon par-dessus cannes de thon. Et là, il dit qu'il est branché au réseau international il y a toujours quelque chose de complotiste, justement, où il prétend qu'en pesant sur Send, il va pouvoir faire comme exploser la planète. Sauf que, comme il n'y a pas une scène, il est souvent en bédaine. Sa chemise doit être au lavage. Oui, pourquoi pas. Mais il fait chaud en même temps. Il est souvent en camisole. Et puis, il est indéchiffrable. Il est vraiment difficile à décrire parce que lui-même, il y a une gang que j'adore sur YouTube, là, je fais un aparté, qui s'appelle Red Letter Media. Ouais. Prenez ça en note, Red Letter Media.
C'est trois gars de Milwaukee, je pense, qui parlent de cinéma. Ils parlent beaucoup de Neil Breen, souvent. En fait, ils en ont parlé plusieurs fois. Et puis, Neil Breen aurait, eux, ils l'ont acheté. Il y a un cours de 5 heures de cinéma avec Neil Breen. Et ils en parlent à Red Letter Media. Et lui-même, Neil Breen, n'arrive pas à expliquer sa démarche. Lui-même n'arrive pas à expliquer pourquoi il fait ce qu'il fait. On pense qu'il tourne des affaires, puis après ça, il les met bout à bout. OK. Puis quand il y a 90 minutes, il dit « Hey, j'ai un film. » Et il fait tout seul. Il ne devrait pas. Sauf qu'il y a une beauté dans ce que quand tu fais tout seul, c'est qu'il n'y a pas personne qui peut te dire que ce que tu fais, c'est mal. Mhm. Hein? Fait que là, tout ce que tu fais, ça devient tellement personnel. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas d'influence de personne. Et j'ai comme l'impression qu'il ne regarde pas de cinéma en même temps. Je ne suis pas sûr, là. Il est comme. Il y a tellement de références à rien. Il est tellement dans un univers qui est le sien que. OK, c'est pas bon. On s'entend? C'est Mhm. vraiment, vraiment, mais vraiment pas bon. Sauf que voir un de ces films en gang, je pense que ça vaut la peine. C'est une belle expérience. Ouais. Oh, ouais, c'est drôle. C'est Mais en drôle. Ça même finit par. temps, oui. Ouais. Tu sais, depuis le début, puis tu te posais la question de c'est quoi les liens des films puis de ce que t'aimes. Depuis le début, on parle de gens qui font ce qu'ils ont envie de faire comme ils ont envie de le faire. Ouais. Puis Neil Breen, c'est le miroir de ces gens-là parce que c'est le manque de talent, mais à sa manière, c'est un Herzog, à sa manière, c'est un John Waters, peut-être pas un Tarkovsky, mais c'est quelqu'un qui fait les choses comme il a envie de les faire avec peu de concessions et très peu de compromis. Oui. 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 Et puis, comme, étant donné qu'il travaille de cette façon-là, euh, ça ouvre la porte à toutes sortes de significations potentielles. Peut-être que c'est un génie au fond, là, tu sais, sérieux. Il y a des papiers qui sont écrits sur lui, là, qui sont très sérieux. Vois-tu, je peux te lire un petit bout ici qui me semblait bien intéressant. Mhm. En l'absence de tout semblant de réalisation cinématographique significative, les spectateurs sont libres de tout engagement réel de leur part. Inutile de réfléchir aux complexités de l'histoire, des personnages, des thèmes ou des idées du film, car il n'y en a pas. Mais l'attrait ne s'arrête pas là. Paradoxalement, c'est aussi l'ardoise vierge du travail de Breen qui invite le public à aller au-delà de l'expérience de visionnage passive. Mm. Et l'article suggère qu'il a lui-même voulu créer cette espèce de culte fidèle-là à travers ces œuvres obscures-là et qui serait véritablement l'architecte de tu sais, comme Tommy Wiseau, là, The Mhm. Room. Ouais. Tommy prétend, ouais, j'ai toujours voulu que les gens ne prennent pas mon film au sérieux, puis tout ça, Ouais, puis ouais, ce qui est c'est complètement faux. faux. C'est faux. Ouais. Mais il y a une théorie que Neil Breen aurait voulu ce qui se passe là en ce moment, c'est-à-dire que ces films sont cultes, il y a un paquet de monde qui vont les voir et pour en rire, Mhm. alors que lui les fait sérieusement, mais semble-t-il qu'il ne les ferait peut-être pas sérieusement, puis qu'il serait peut-être une espèce de génie du cultisme. Moi, je crois pas. Possiblement. C'est sûr. Je pense qu'il n'y a juste pas de talent. Oui, oui, puis que tout le monde se fout de sa gueule. Mais bon, tu sais, on parlait justement d'esprit libre. Je crois que tu t'inscris aussi, je ne veux pas dire Neil Breen, mais dans la catégorie des personnes qui sont libres ou qui font les choses comme ils ont envie de les faire. Euh, Comment on en arrive, dans ton cas, de se dire un jour, je pars, je m'en vais, je reviendrai peut-être pas au Québec de la même manière. Je vais peut-être
C'est autour de tes 40 ans, je pense que tu es parti quand la À sécheuse a 40 ans, fini. oui. À 40 Oui. ans, quand la sécheuse a fini, toi, tu as fait: «Je m'en vais, puis on verra pour la suite». En fait, j'ai mis fin à la sécheuse. J'ai pas, elle n'a pas comme fini. J'ai fait, OK, gars, c'est bon, là. Faut que j'aille faire autre chose. Moi, comme je disais auparavant, j'avais voyagé jusqu'à 22 ans sur le pouce avec rien dans mes poches. Ouais. Et là, je me sentais trop. Je sentais que je commençais à ramasser trop d'affaires, là, tu sais, une grosse collection de DVD, puis une collection de livres. Puis, tu sais, là, je suis en train de m'enfouir sous les possessions. Là, fait que j'ai dit, Mmh. je vais tout mettre ça dans un. Je vais donner mes livres à mon beauf, mes CD, mon DVD, mes DVD. Puis sérieux, là. Et moi, je passais ma vie à boîte noire, man. Mmh. Il y a eu 4 ans de mon existence, là, avant que je parte de 36 à 40. Là. Écoute, j'ai tout écouté, les X-Files. Tu sais, je me tapais des séries, Les Sopranos. J'écoutais, là, je faisais du binge-watching là, à Mmh. fond. Là. Et j'ai choisi de partir parce que je m'étais fait la promesse de partir à 40 ans quand mon fils allait OK. avoir 18 ans. Et je m'étais dit, je vais m'offrir ça dans la vie, un break, puis un moment où ce que je pourrais peut-être comme recalibrer mes choses, puis voir ce que j'aime vraiment faire. Et ça a été une pause de la télé qui n'a pas duré tellement longtemps. Hein. Je te jure, ça a Mmh. duré comme. Parce qu'au bout de 3 ans, après que le premier livre a été lancé, tout de suite, je me suis mis à faire des sketchs pour Marc Labrèche. Ensuite, il y a eu Partir autrement. Ensuite, tu sais, fait que je suis revenu vite à la télé. J'ai eu une véritable pause d'à peu près 3 ans Mmh. où j'ai appris à plonger, où ce que j'ai fait tout ce que j'avais rêvé de faire dans ma vie. Mais en fait, je vous le souhaite, hein, si vous avez besoin d'un break, là, de le prendre, le temps de le prendre, le break. Ouais. On ne s'offre pas ces moments-là des fois parce ça, je vais m'ennuyer de ça, j'ai besoin de ça dans la vie. Tu sais, quand tu pars, là, tu réalises que tu n'as pas besoin de tant que ça pour être bien et confortable. T'as besoin de créer, tu as besoin d'avoir des chums, tu as besoin d'avoir un toit, mais tu n'es pas obligé d'avoir la machine à café à 800 piastres. Là, tu sais. Ouais. Tu peux te prendre ton café au dépanneur le matin, ça fait un job pareil. Là. Mmh. Mm. Cela Ton dit, j'ai rien Oui? contre les machines à café. Je viens de m'en acheter une. Ah, je Ça dis marche ça bien? pour ça. Oh God, c'est ma première machine à café de ma vie. Hey, j'ai 56 ans, je vais avoir 57. C'est flyé, hein? Je viens de commencer à je viens de commencer à jouer au barista. Là. J'ai bien du fun. C'est le genre de machine bien compliquée ou t'as un fil, puis ça Nah! part l'eau, puis let's go, Ah, puis ah non, c'est une machine à espresso. Là. ah oui, OK. C'est une pop, 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 la petite patente, pop, 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 clic, clic, l'espèce de gun. Ouais, c'est tout. C'est amusant pareil. Il faut bien commencer quelque part, hein. Qui sait si Ouais. peut-être que d'ici tes 108 ans, tu vas devenir le plus grand barista de tout Hey, Bangkok. non, mais on pense parce que avec mon épouse, Mmh. c'est relativement récent, hein, ça fait 2 mois. Félicitations. Hier, merci, avant-hier, c'était notre anniversaire de 2 mois, puis je montre à ma copine, ma montre, puis je dis, regarde, regarde, on est le 20. Puis là, elle fait comme, c'est quoi le 20? Ben, le 20, c'est notre anniversaire de mariage. Elle fait, hein? Puis je dis, mais oui, ça fait 2 mois aujourd'hui. Elle dit, juste 2 mois? OK. Ça a peut-être eu l'air de 2 ans, là, mais ça fait juste 2 mois. En tout cas, tu sais, Wow. elle aurait pu dire déjà, tu sais, mais Et on est non. un peu, on a un peu le même sens de l'humour. Et puis, elle a fait des desserts incroyables. OK. Et on est en train d'y penser, là, parce qu'ici, là, le magasinage sur le web là, de bouffe, là, Ouais. ça marche au fond. Ici, il y a des services qui s'appellent Grab, Lineman. Regarde, il y en a une douzaine. Là, c'est des petits gars en motobike là, qui se Mmh. promènent à travers la ville.
et qui font des livraisons de toutes sortes d'affaires. Fait que tu peux commander, tu peux faire. Elle a des amis qui font, tu sais, il y a une amie qui fait un plat, puis elle le fait super bien, là. Ouais. Ben, c'est son sideline, elle. Tu sais, quand elle a fini sa job, là, elle fait des plats, elle a des commandes, elle les envoie par Grab. Fait que, ça se peut qu'on se parte un petit truc, là, où Ah ben ouais, je pourquoi ne ferai pas? peut-être pas du café, là. Ah oui, j'ai fait l'expérience de la poutine, là. Pourquoi Oui, pas c'est vrai, le t'avais fait panna ça. cotta cette fois-ci? Oui, oui. Ben Ça ouais. marche encore, la poutine, là. Ah ouais, cool, ben Ah tant oui, mieux. ça marche au bout. Mhm. On va passer à ton dernier film, c'est les Mighty Ducks qui encore là s'inscrivent dans ce que tu m'as dit qui étaient les films de sport, surtout les films de sport de Disney. Mais les Mighty Ducks, c'est un film de 1992 de Stephen Harrick qui met en vedette Emilio Estevez, Josh Ackland et Lane Smith. Bon, pour ma génération, on a à peu près toutes vu les Mighty Ducks, mais pour les plus jeunes qui écoutent, c'est quoi? C'est quoi ça, les Mighty Ducks, autre qu'une équipe à Anaheim? Je pense qu'ils ont pris le nom du film, Oui, les Mighty Ducks. Après, ils sont oui, venus c'est ça. avant l'équipe. Les Mighty Ducks, c'est une équipe qui ils sont pas bons, puis c'est des losers, puis des nerds, puis des misfits. Encore une fois, du monde un peu en marge, qui sont pas supposés gagner, puis ils finissent par gagner. Puis c'est beau. Moi, je pleure. Je pleure. Les drames sportifs, là, ça me fait pleurer à tout coup. Je viens juste de dire le synopsis de l'émission, puis j'ai les yeux dans l'eau, là. Ah oui. Pas de l'émission, du film, pardon. Oui. Ouais, non, dans mes plaisirs coupables, là, c'est ces comédies-là où c'est des perdants tu sais, Karate Kid, Mm. t'es plus petit, t'es celui qui, mettons pas celui sur lequel on parierait, là, tu sais, au Ouais. début, puis à la fin, ben, dans ta belle courbe d'apprentissage, tu deviens plus que toi, tu deviens confiant, puis tu réussis à vaincre l'adversité, puis à gagner ou à perdre, hein, comme dans Ouais. Rocky, il perdait Rocky, là. On revient. Et En j'ai fait, dit, c'est incroyable, on a fait la boucle. On revient à Rocky, ouais, comme au et début. j'ai dit les Mighty Ducks parce que c'est le premier film qui m'est venu en tête, là, parce que quand je pense à un film qui me fait pleurer, puis je suis gêné parce que je me cache, parce que je Mhm. pleure, je pleure à la fin du film. J'écoutais ça avec mon garçon, puis là, j'étais là, je pleurais, puis je disais, qu'est-ce qu'il y a, papa? Il n'y a rien. Je pense que j'ai un popcorn pogné dans le nez. Mais t'es toi-même un sportif. Tu fais de la course, tu as fait du hockey. Et voilà, ça vient peut-être me chercher là, dans ma. Tu sais, moi, j'étais dans les winners là, quand j'étais au hockey. On était un club d'élite à Fabreville. On était bon, on était fort. Et puis là, soudainement, je me retrouve dans ma deuxième vie de sportif. Là, je me retrouve dans les gagnants inhabituels. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai l'âge que j'ai, Mhm. j'ai mené la vie que j'ai menée, j'ai un corps qui est un peu magané, j'ai eu plusieurs accidents. Et puis à force d'efforts, à force d'entraînement, à force d'entêtement, à force d'obstination, je fais des affaires que je pensais jamais être capable de faire dans ma vie. Puis quand je Mm. traverse un fil d'arrivée après 27 heures de course, 123 kilomètres en montagne avec 5000 mètres d'altitude et que j'ai les pieds et les pieds endoloris, j'ai mal partout, mais je suis allé jusqu'au bout. Je vis cette émotion-là, cette même émotion-là que quelqu'un qui, tu sais, qui a accompli quelque chose. C'est bête, hein? C'est juste une course, c'est juste mais ça va au-delà de ça, là, tu sais. Puis dans ces films-là, il y a cette belle morale-là que si tu as envie, puis
si tu le fais en équipe, quand on court, là, on ne court pas tout seul. Hein, on court les trails. Là, moi, j'ai toujours pensé que la course, c'est un truc individuel, mais c'est vraiment une affaire d'équipe parce qu'il t'arrive quelque chose dans le bois, les gens s'entraident, les gens s'encouragent. Pendant la course, il n'y a personne qui est en compétition avec les autres. On est tous en train de vivre la même aventure. Fait qu'il y a de ça dans ce que je vis. Puis vois-tu, encore pour te dire, toutes les choses qui m'influencent puis qui me touchent, je les reproduis d'une certaine manière dans mon existence parce que pour moi, il n'y a pas de différence entre l'art, la création puis la vie. À un moment donné, un producteur, il m'a dit, on avait un hôtel 5 étoiles où on pouvait dormir. On était invité par le ministère de la Culture et du Tourisme au Maroc. Puis là, moi, j'étais dans l'émission supposé dormir chez l'habitant. Puis j'avais une chambre à, je sais pas, 2000 piastres, gratis, avec un plateau de fruits que j'aurais même pas pu m'acheter tellement tellement que c'était luxueux, ce place-là. Ça n'a aucun sens. Et là, moi, j'ai dit au producteur, ben non, je vais aller dormir chez la famille. Puis il m'a dit, hey, écoute, Bruno, c'est juste de la télé, là. Ouais. J'ai fait, ben non. Moi, ma job, là, si je dors là, moi, je vais mentir au monde qui me regarde, là. Effectivement. Puis je me sentirai pas bien. Puis quand on a fait semblant de prendre de l'ayahuasca à partir autrement, là, aussitôt que le tournage était terminé, j'ai dit à l'équipe, j'ai dit, moi, je reste ici, je m'en vais faire de l'ayahuasca parce que je ne veux pas que le monde dise, hey, ouais, le show que tu as fait semblant de faire de l'ayahuasca. Non, gars, j'ai fait semblant parce que pour le tournage, on ne pouvait pas le faire parce que j'aurais été stone pendant. C'est quoi parce que c'est quoi de l'ayahuasca? C'est une drogue hallucinogène qu'on consomme dans la forêt amazonienne. Et puis, c'est une expérience dont je pourrais te parler pendant 5 heures parce que je me rappelle du trip au complet. C'est assez fabuleux. Il y a des gens qui le vivent mal, mais moi, j'ai vécu une expérience qui était vraiment extraordinaire. Alors, tout ça pour dire qu'entre l'art et la vie, là, moi, je suis une éponge, moi. C'est des affaires... la moindre affaire me fait broyer. Là. Puis c'est pour ça, les Mighty Ducks, parce que ça a l'air ridicule de pleurer à la fin d'un film comme ça, qui n'est pas un film qui est supposé te donner cette émotion-là, qui est plutôt supposé te faire cheerer contre les méchants. Là, moi, ça me touche. Puis des films quétaines, comme God, là, quand la Maison-Blanche s'est fait attaquer par des... Independence Day. Independence Day. J'étais au cinéma avec mon fils. Écoute, les grosses larmes qui me roulaient ses joues. J'étais comme, oh my God. Un autre popcorn dans le nez. On est des grands sensibles, hein, les Blanchet, là, je te jure. Ah oui? Oui. Ton garçon aussi est comme ça? Ou... Ouais. Peut-être un peu moins que moi, là, mais ouais, on est... moi, je pense qu'il n'y a pas de création sans sensibilité de toute manière. Là, puis tout à fait. Je loue l'univers de m'avoir offert ce don-là, que je pense que c'est une qualité, en fait. Là. Et puis en même temps, c'est un peu un désagrément souvent parce que moi, je rentre à quelque part, man. Là, je file la pièce, je file le monde. Puis quand ça va pas bien, là, ça m'atteint beaucoup. OK. Fait que c'est pour ça regarde, en résumé, là, c'est un peu pour ça que je ne fais pas de cinéma. Que je n'ai pas fait l'effort parce que j'aurais pu demander à mon agent, puis insister, puis poursuivre ça. J'ai fait un film, un beau film, La Grande Séduction, une expérience magnifique. Écoute, on est allé à Cannes, puis à Cannes, j'ai vu un film de Greenaway assis à côté de Greenaway. Il était assis là, à côté de moi, pour The Tall Slipper Suitcase. Il y avait Caroline Davernas qui jouait dans ce film-là. Puis Greenaway, c'était un chum de Roger Frappier, le producteur de La Grande Séduction. Et moi, je suis un fan fini de Greenaway. Puis là, il me dit, « Hey, tu veux-tu que je te le présente? C'est mon chum. » J'ai fait, « Non! » Non, je veux pas être déçu. Je veux pas. Puis j'avais vraiment peur là,
de l'avoir devant moi. Anyway, tout ça pour dire que le fait d'avoir fait du cinéma une fois m'a fait vivre des expériences vraiment magnifiques. Mhm. Sauf que le travail de plateau de cinéma, c'est trop lourd pour moi. C'est Ouais. vraiment trop lourd. Il y a une technique que je n'ai pas qui demande d'être capable de faire un jump d'une scène à une autre dans la même journée, de passer de la scène 32 à la scène 6. Ouais. Et puis d'être capable d'habiter un personnage puis de le livrer comme ça. Et je vais vous dire un secret, David Boutin dans le film, quand il dit au revoir à Lucie Laurier, Mhm. Lucie n'était plus là, ça faisait longtemps. Ah ouais. Il tournait face au Kodak, tout simplement, avec toute l'équipe derrière. Il y avait dos à la mer. Et je lui parlais, je te jure, 2 minutes avant. Mhm. J'étais avec lui, on jasait, on niaisait, on avait du fun. Puis il a fait OK, on s'installe, OK, parfait. La lumière est belle, elle correspondait à la lumière que Lucie avait eue, Mhm. parce que Lucie a eu la chance de le faire avec David, sauf qu'on n'avait pas le reverse parce que le temps s'est gâté. Ouais. Et David, là, en un instant, là, il est retombé dans cette énergie-là qu'il y avait pendant le tournage avec Lucie. Il a donné la même émotion. Et quand ça a fait couper, il est redevenu le David Boutin comique, cool. Wow. Comme instantanément, j'étais flabbergasté. Je te jure, là. Je sais qu'il y en a des acteurs qu'il faut qu'ils se mettent dans le personnage, puis là, ils ne décrochent pas, là, genre Jim Carrey quand il a fait Man on the Moon. Oui. Là. Mais ceux qui sont capables de techniquement être capables de se remettre dedans instantanément puis de le projeter, là, je trouve ça beau, là. Je trouve ça beau tellement que je ne veux pas m'en mêler. OK. C'est ça qu'il y a. Tu sais, je fais comme non, je vais laisser ça aux pros, là. Moi, je vais faire mes folies, là, par le Kodak. On va Oui, essayer oui. quelque chose. Tu as Là, quand même une très bonne réplique dans ce film-là. C'est plus du pied d'athlète, c'est rendu un mollet d'athlète. Je pense que je me dis ça à chaque fois. À chaque fois que mes pieds me piquent, je me dis ça va devenir un mollet d'athlète. Ça, les bonnes répliques, c'était de Ken Scott. Hein? Ouais, Ken est bon. Ken il est écœurant. parfait. Ken qui est à Hollywood maintenant. Mhm. Écoute, C'est pas il y a pour rien. rien de trop. Ben non. Puis c'est ça. Allez au bout de vos capacités, puis vous irez ainsi au bout de vos rêves. Tu sais, si j'avais quelque chose à dire. Puis les rêves n'ont pas besoin d'être grandioses. Hein? Mhm. Ben, sur ces sages paroles, on va conclure l'émission. Ça a été plus qu'un plaisir. Je suis très touché de ta présence sur le podcast. Merci Guy, ça a été une joie de m'entretenir avec Ah, toi et avec tes auditeurs. Bonjour à tout le monde. J'espère que je vous verrai un jour à Bangkok ou ailleurs. Je vous fais un beau Sawadee Krap. Et puis, je veux juste dire que j'ai un tournage au Québec en septembre, si on se, tout cro- va bien. on OK? se Et croise les doigts. j'aurai peut-être besoin de figurants, de gens qui auraient envie de venir s'amuser avec nous. Guy, si ça te tente, là, T'as même pas besoin de me le demander, c'est oui tout de suite. OK. Il va juste falloir que tu fasses couper tes cheveux. OK. Oui, d'ici là, ça va être fait. Si on veut suivre tes aventures, voir où t'en Ouais. es dans tes projets, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ce qui s'en vient, oh God, le podcast. Je Ouais. travaille sur un podcast de voyage dont je ne peux pas parler en ce moment. Il y a un embargo et sur le titre et sur le moment de sa diffusion. Mhm. Je travaille sur un livre avec un ami qui s'appelle Nelson Harvey, que tu connais peut-être, qui est script Malheureusement, non. à la télévision. Je travaille aussi à un projet pour Tout TV, là, dont le tournage doit se faire en septembre. Mhm. Sinon, ben, au quotidien, moi, je suis ici en Thaïlande. Je suis un peu pogné à cause du COVID. Je ne peux pas rentrer à la maison parce que je ne pourrais pas revenir en Thaïlande. Mhm. Fait que j'en profite pour meubler mon temps avec des entraînements exhaustifs de course à pied, de natation et de bicycle parce que bientôt, on va pouvoir commencer à faire du triathlon puis de la course trail. Puis on a quelques courses là, prévues en juin. Fait que là, je m'entraîne avec ma femme puis mes 2 amis. Là, Ouais. comme tu as vu à
à mon institut de Muay Thai où Mhm. je vis. Fait que je vis dans un gym, fait que c'est bien inspirant. Fait que c'est ça les projets. Il va peut-être s'en ajouter d'autres, je sais pas, mais jusqu'à date, moi, je suis comblé, tu sais, je fais pas des tonnes d'argent, mais j'en ai assez pour vivre. Fait que ça me convient. Super. Et puis, ben, c'est ça, quand les frontières s'ouvriront, ben, qu'on se donne rendez-vous, tout le monde, ici ou chez vous, en septembre. Exact. Yes, sir. Sur ce, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Bruno Blanchet, on a Jazz et de Film.